Le soleil de Provence cognait dur sur les pavés irréguliers de la cour de l'hôtel. Quand Tristan, les poings serrés, hurla d'une voix qui trancha l'air comme un couteau, « Vous osez nous refuser. Après tout ce qu'on a traversé pour en arriver là. » Clément, à ses côtés, sentit son cœur se fendre en deux. Un sanglot étouffé montant dans sa gorge tandis que le réceptionniste, un homme au visage de pierre, haussait les épaules avec un dédain glacial. « Les traditions ont la peau dure ici. Messieurs, pas de place pour vos fantaisies. » Dans cet instant suspendu, où le monde entier sembla s'effondrer sous le poids d'un préjugé vieux comme les remparts du village, Clément revit en un flash le regard fier de sa grand-mère. Ce jour lointain où elle lui avait glissé un secret qui allait tout changer. C'était une histoire d'amour qui avait commencé sous la pluie battante de Paris. 5 ans plus tôt. Dans un café minuscule du Marais où les miroirs anciens reflétaient les rires complices et les regards volés. Clément, alors un jeune architecte de 28 ans aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts hérités de sa lignée provençale, s'était assis à une table près de la fenêtre, esquissant des plans pour un projet qui le rongeait, une rénovation d'un vieux manoir en Normandie. Un rêve d'enfance nourri par les récits de sa grand-mère, Élise. Elle, la veuve indomptable qui avait élevé son grand-père, un vigneron bourru, dans les collines de Gordes, lui avait toujours conté des histoires de passion défendue, de cœurs brisés par les conventions, mais triomphant par la ruse et la tendresse. L'amour, mon petit, n'est pas une ligne droite sur tes blueprints. C'est un labyrinthe. Et il faut savoir y creuser des portes secrètes. Lui disait-elle. Ses mains ridées serrant les siennes avec une force surprenante pour ses 90 ans. Ce jour-là, Tristan était entré dans le café comme un ouragan. 26 ans. Barista australien expatrié à Paris pour fuir les chaînes invisibles de sa famille conservatrice à Sydney. Il portait un tablier taché de café et un sourire qui illuminait la pièce plus que les lustres en cristal. Ses cheveux noirs bouclés encadraient un visage anguleux. Et ses yeux bleus, profonds comme l'océan qu'il avait traversé, s'étaient posés sur Clément avec une intensité immédiate. Un expresso serré? Ou quelque chose de plus? Corset? Avait-il lancé? La voix rauque d'un accent qui roulait comme les vagues du Pacifique. Clément avait ri. Un rire nerveux qui masquait son trouble. Et avait répondu, corset. S'il vous plaît. Comme une nuit sans fin. C'était le début. Des conversations nocturnes sur les terrasses enfumées. Des promenades le long de la Seine où il se frôlait les doigts sous les ponts illuminés. Des baisers volés dans les allées sombres du Louvre. Là où les statues semblaient les bénir en silence. Leur amour avait grandi comme une vigne sauvage. Tenace et enracinée malgré les tempêtes. Tristan, avec son passé de rejet, son père, un homme d'affaires rigide, l'avait chassé de la maison familiale à 19 ans après avoir découvert ses lettres d'amour à un garçon du lycée où apportait à Clément une vulnérabilité brute. Une soif de vivre qui contrastait avec la retenue provençale de ce dernier. Clément, lui, avait toujours su qui il était. Mais sa famille, pieuse et attachée aux apparences, l'avait forcé à taire son orientation. Seule Élise savait. À 16 ans, quand il lui avait confié ses premiers doutes, elle avait simplement hoché la tête. Un éclat malicieux dans ses yeux voilés par l'âge. L'amour est un vin rare. Clément. Il ne mûrit pas dans l'ombre. Laisse-le respirer. Et elle avait ajouté. Avec un clin d'œil, un jour. Je t'offrirai un cadeau qui scellera ton bonheur. Patience. Mon ange. Les années avaient passé.
rythmé par les joies et les peines. Ils avaient emménagé ensemble dans un appartement haussmannien du 11e arrondissement. Avec vue sur les toits de zinc qui scintillaient sous le soleil couchant. Clément avait gravi les échelons de son cabinet d'architecture, signant des projets qui mêlaient modernité et héritage. Tandis que Tristan, lassé des cafés parisiens, avait ouvert sa propre torréfacterie. Un havre bohème où les grains du monde entier infusaient l'air d'arômes exotiques. Leur routine était faite de matins paresseux, où Tristan préparait un petit déjeuner au croissant frais et Clément esquissait des croquis sur la nappe en papier, de soirées où ils dansaient nus sur du jazz de Miles Davis. Leurs corps enlacés comme des racines entremêlées, de nuit où les murmures d'amour se transformaient en promesses éternelles. C'est lors d'un voyage en Provence, 2 ans plus tôt, qu'ils avaient décidé de se marier. L'hôtel Les Oliviers, un bastion du XVIIIe siècle niché au cœur des champs de lavande de Gordes, avait surgi comme une évidence. Élise y avait vécu sa lune de miel. Et elle en parlait souvent avec une nostalgie poignante. C'est là que ton grand-père m'a demandé en mariage. Sous les étoiles qui veillent sur les vignes. Un lieu où l'amour défie le temps. Clément avait réservé sans hésiter, imaginant leur cérémonie dans la cour pavée, entouré d'amis triés sur le volet repas de famille pour Tristan. Trop toxique, pour Clément. Seulement Élise et sa sœur aînée, qui avaient accepté leur union avec une tiédeur forcée. Mais Élise, alitée depuis des mois, avait insisté pour payer la réservation. C'est mon cadeau. Mon chéri. Ne discute pas avec une vieille dame têtue. Elle avait glissé l'enveloppe avec un clin d'œil. Et Clément n'avait pas vu le contrat qu'elle avait signé de sa main tremblante, une réservation à vie pour le mariage de mon petit-fils bien-aimé. Quel que soit son élu. Le jour J approchait. Paris bruissait d'excitation contenue. Tristan, anxieux comme à son habitude, avait cousu lui-même les boutonnières de lavande sur leur smoking sur mesure. Clément, plus pragmatique, avait peaufiné les vœux. Des mots ciselés comme une pierre précieuse, Tristan. Tu es mon horizon australien dans ce ciel provençal. Ma tempête qui apaise mon âme. Ils avaient ri en les répétant. Mais au fond, une ombre planait. La France, malgré ses lois progressistes, restait un pays de contradictions, où les villages comme Gordes gardaient jalousement leurs secrets catholiques. Et Tristan, avec son accent étranger et son passé d'exilé, craignait toujours le rejet. Le trajet en TGV jusqu'à Avignon avait été un tourbillon de baisers et de champagne volé. Puis la location d'une décapotable rouge, filant à travers les routes sinueuses bordées de cyprès. La radio crachotant du Édith Piaf pour parodier le romantisme. À leur arrivée à l'hôtel, le soir tombant drapait les murs ocre d'une lumière orangée. La cour, avec sa fontaine murmurante et ses oliveraies centenaires, semblait sortie d'un tableau de Cézanne. Ils s'étaient enlacés là, sous les étoiles naissantes, ignorant que le lendemain tout basculerait. Le matin suivant, le choc. Le réceptionniste, un certain monsieur Duval, un quinquagénaire au costume étriqué et au regard fuyant, avait lu leur confirmation de réservation avec un ricanement étouffé. Messieurs, je crains qu'il y ait eu une erreur. Cet établissement ne tolère pas ce genre d'événement. Nos clients sont des familles traditionnelles. Veuillez vous adresser ailleurs. Tristan avait explosé, sa voix résonnant contre les arcades Renaissance. Clément, pâle comme un linceul, avait supplié, mais nous avons payé. C'est une réservation ferme. Duval avait haussé les épaules. Indifférent,
les règles sont les règles. Sortez. S'il vous plaît. Le monde s'était écroulé. Assis sur un banc de pierre à l'ombre d'un platane. Ils avaient pleuré en silence. Leurs mains entrelacées comme un radeau dans la tempête. Tristan, les yeux rougis, avait murmuré, peut-être que c'est un signe. Peut-être qu'on n'a pas le droit à notre happy end. Clément avait secoué la tête. Une rage sourde montant en lui. Non. Ma grand-mère a tout prévu. Elle ne nous laisserait pas tomber. Et c'est là. Fouillant dans son portefeuille pour un mouchoir. Qu'il avait trouvé l'enveloppe jaunie. Oubliée depuis des mois, une lettre d'Élise. Cachetée d'un seau en cire représentant 2 oliviers enlacés. La lettre d'Élise était un trésor enfoui. Un parchemin fragile qui portait l'odeur de lavande séchée et d'encre fanée. Clément l'ouvrit d'une main tremblante. Sous le regard incrédule de Tristan. Tandis que le soleil de midi dardait ses rayons impitoyables sur la cour déserte de l'hôtel. Les mots, tracés d'une écriture élégante mais affaiblie par l'âge, dansaient devant ses yeux embués, mon cher Clément. Si tu lis ceci, c'est que le jour est venu. L'hôtel Les Oliviers n'est pas seulement un lieu de mémoire pour moi, c'est ton avenir. Il y a 20 ans, j'ai réservé la salle principale pour ton mariage. Pas au nom d'une promise imaginaire, mais pour toi. Mon garçon au cœur pur. Et pour l'homme qui saura le chérir comme tu le mérites. Duval? Ce vieux renard? Ignore tout. Montre-lui le contrat joint. Et souviens-toi, l'amour n'est pas une demande, c'est une conquête. Avec tout mon amour. Élise. Tristan, lisant par-dessus son épaule, sentit un frisson le parcourir. Ta grand-mère. Elle savait? Tout ce temps? Clément hocha la tête. Un sourire amer aux lèvres. Elle a toujours su. Elle était ma boussole. Le contrat. Un document notarié daté de 2005. Stipulé en termes clairs, réservation irrévocable pour le mariage de Clément Moreau. Petit-fils d'Élise Dupont. Avec son conjoint. Quel qu'il soit. Sous peine de poursuite pour non-respect du legs. Élise avait non seulement payé d'avance pour 10 ans de frais d'entretien, mais avait aussi légué une clause testamentaire liant l'hôtel à sa famille. C'était un acte de rébellion tardive. Un pied de nez à une société qui avait forcé son propre fils, le père de Clément, à se marier par convenance. Un mariage qui s'était soldé par un divorce amer et un silence familial. Ils se levèrent, revigorés par cette révélation, et marchèrent d'un pas déterminé vers la réception. Duval, occupé à classer des papiers jaunis, leva à peine les yeux. Encore vous? J'ai été clair. Clément posa le contrat sur le comptoir de marbre. Sa voix ferme comme le Luberon qui les entourait, lisez ceci. Monsieur. Et rappelez-vous qui a financé la rénovation de votre piscine en 2012. Ma grand-mère? Élise Dupont. Le visage de Duval se décomposa, passant du mépris à une pâleur crayeuse. Il balbutia, Madame Dupont. Mais elle n'avait jamais mentionné. Tristan, sentant la victoire proche, ajouta d'un ton suave, elle n'avait pas besoin. Elle agissait. Maintenant. Préparez la cour pour demain. Ou appelez votre avocat. La nuit qui suivit fut un mélange de triomphe et de tourment. Installé dans une suite improvisée, la meilleure de l'hôtel. Offrande contrite de Duval où ils se blottirent sur un lit à baldaquin. Les draps de lin frais caressant leur peau. Mais la joie était teintée du nombre.
Élise. Hospitalisée à Paris pour une pneumonie tenace. N'avait pas pu voyager. Clément l'avait appelée plus tôt. Et sa voix, faible mais vibrante, avait été un baume, mon chéri. Je sens déjà les cloches sonner. Danse pour moi. Pourtant, au creux de l'oreille de Tristan, Clément murmura ses doutes, et si ce n'était pas assez? Si le village entier nous rejetait? Le lendemain, la cérémonie se profila comme un mirage fragile. Les invités arrivèrent en convoi, la sœur de Clément, Marie, avec son mari et leurs 2 enfants turbulents, une poignée d'amis parisiens, des artistes et des activistes gays qui avaient marché dans les premières Prides, et un prêtre progressiste de Marseille, invité par Élise elle-même des années avant. La cour de l'hôtel, balayée et ornée de guirlandes de lavande et de roses trémières, bourdonnait d'une énergie contenue. Duval, contraint et forcé, avait engagé un traiteur local. Et les tables ployaient sous les tartes aux abricots et les vins de Gigondas. Mais sous la surface, la tension mijotait. Des murmures s'élevaient des villageois curieux, attirés par la rumeur d'un mariage pas comme les autres. Tristan, dans son smoking bleu nuit qui soulignait sa silhouette athlétique, ajusta sa cravate devant le miroir ancien. Clément, en gris perle, le rejoignit, posant une main sur sa nuque. Tu es magnifique. Comme le jour où tu m'as renversé mon café sur les genoux. Ils rirent. Mais le rire sonna faux. Une trahison couvait. Clément le sentait dans ses tripes. Marie, lors d'un appel la veille, avait laissé échapper une phrase ambiguë, « Papa a entendu parler de la réservation. Il n'est pas content. » Le père de Clément, un notaire retraité aux principes rigides, n'avait jamais pardonné à Élise ses idées folles. Était celui qui avait averti Duval. Espérant saboter l'union, la cérémonie commença au crépuscule, quand le soleil teinta les oliviers d'or liquide. Le prêtre, un homme chauve aux lunettes rondes nommé Père Laurent, prononça un discours émouvant sur l'amour comme un vin millésimé, inclusif et éternel. Clément et Tristan, face à face sous un arche de fleurs, échangèrent des vœux qui firent pleurer l'assemblée. Tristan, tu m'as appris que l'amour n'est pas une possession, mais un partage. Je te promets mes silences et mes tempêtes. Clément, avec toi, j'ai trouvé un foyer dans l'exil. Je te promets mes rires et mes faiblesses. Les anneaux, en or blanc gravé d'un olivier stylisé, glissèrent à leurs doigts comme des serments gravés dans la pierre. Mais au moment du baiser, un cri déchira l'air. Un homme d'âge mûr, costume froissé et moustache grisonnante, surgit de l'ombre des arcades, le père de Clément, Paul Moreau. Arrêtez cette mascarade, hurla-t-il, brandissant un papier froissé ou une injonction notariée, signé par un juge de village complice. Cet hôtel appartient à la communauté, pas à vos lubies. Élise était folle à la fin de sa vie. La cour se figea. Marie, livide, murmura, « Papa. » Non. Tristan serra la main de Clément jusqu'à en blanchir les jointures. Duval, en retrait, esquissa un sourire carnassier. La trahison était consommée, Paul avait utilisé ses connexions pour contester le legs d'Élise, arguant d'incapacité mentale. Le chaos s'ensuivit. Des invités protestèrent. Le prêtre intervint, appelant à la charité chrétienne. Clément, le cœur en lambeaux,
Affronta son père, tu n'as jamais compris. Papa. Maman t'a quitté pour ça. Pour ton refus de voir l'amour vrai. Et maintenant? Tu attaques mamie? Paul. Les yeux fuyants. Balbutia, c'est pour ton bien. Fiston. Pour la famille. Tristan. Protégeant Clément de son corps. Lança, la famille. C'est nous maintenant. Sortez. La nuit tomba sur une fête avortée. Les invités se dispersèrent, laissant Clément et Tristan seuls dans la suite. Entourés de pétales fanés. Clément pleura longuement. La tête sur l'épaule de Tristan, qui berçait ses sanglots comme un enfant. On annule, murmura Tristan. Jamais, répondit Clément, essuyant ses larmes. Demain, on combat. Pour elle. Pour nous. L'aube se leva sur Gordes comme une promesse brisée. Le brouillard matinal enveloppant les remparts médiévaux d'un voile de deuil. Clément et Tristan, épuisés par une nuit d'insomnie, se consultèrent avec un avocat parisien connecté par visioconférence, Maître Lefebvre. Une femme acérée aux cheveux courts et aux tailleurs pantalons, qui avait défendu des causes LGBT depuis les années 90. Le legs d'Élise est inattaquable, assura TL. Son accent du sud-ouest coupant comme une lame. Votre père a outrepassé ses droits. Duval est complice. Mais le contrat notarié prime. Déposez plainte immédiate. Et on gagne au civil en 24 heures. Clément raccrocha. Un feu nouveau dans les veines. Tristan, préparant un café fort dans la kitchenette de la suite, posa une tasse fumante devant lui. On le fait pour mamie? Ou pour nous? Clément le regarda. Ses yeux verts brillants d'une détermination farouche. Pour tout l'amour qu'on a dû cacher. Pour tous les garçons comme nous. Dans des villages comme celui-ci. Le village bruissait déjà de ragots. Au marché aux herbes. Sous les auvents rayés. Les commères chuchotaient, les deux garçons de Paris. Avec leur mariage contre nature. Et le vieux Moreau qui les remet à leur place. Paul. Barricadé dans sa maison de famille à flanc de colline. Refusait les appels. Marie. Rongée par la culpabilité. Avoua à Clément lors d'une promenade solitaire parmi les lavandes, papa m'a forcé à lui dire pour la réservation. Il a dit que c'était un scandale familial. Je suis désolé. Petit frère. Clément. Blessé mais pas brisé. L'étreigny, choisis ton camp. Marie. L'amour ou les apparences. Elle pleura, promettant de témoigner contre leur père. Midi sonna quand ils affrontèrent Duval à nouveau. L'hôtel. Désert de clients affolés par le scandale. Résonnait du tic-tac d'une horloge comtoise. Vous avez 24 heures pour annuler votre événement, ou je ferme les portes pour violation de contrat. Déclara Clément. Flanqué de Tristan et de Maître Lefebvre. Arrivé en hélicoptère pour l'effet dramatique. Duval, suant sous son col amidonné, tenta de négocier, Monsieur Moreau. Pensez à la réputation de votre grand-mère. Elle n'aurait pas voulu ce cirque. Tristan ricana, elle l'a voulu. Au contraire. Elle a lutté pour que l'amour ne soit pas un privilège hétéro. La confrontation s'enflamma, Duval invoqua des traditions provençales. Clément rétorqua avec des faits légaux. Et Tristan, avec son charisme australien, transforma le débat en plaidoyer passionné, l'amour n'a pas de genre.
pas de passeport. C'est ce qui fait battre ce pays. Pas vos murs de pierre. Pendant ce temps. À Paris. Élise luttait. Allongée dans sa chambre d'hôpital donnant sur la tour Eiffel. Elle serrait un chapelet usé. Mais ses lèvres murmurant non des prières. Mais des vœux païens pour ses amours. Laissez-les s'aimer. Seigneur. Ou qui que vous soyez. Soufflait-elle à l'infirmière compatissante. Son état empirait. La pneumonie cédant la place à une faiblesse cardiaque. Mais son esprit vagabondait vers Gordes. Vers les nuits où elle et son grand-père. En secret. Avaient partagé plus qu'un mariage convenable, un amour fluide. Bisexuel. Caché derrière les volets clos. De retour à l'hôtel. Le soir apporta un allié inattendu, Père Laurent. Le prêtre de la veille. Qui frappa à leur porte avec une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Je connais Duval depuis l'enfance. Il est dur. Mais il a un cœur. Et Élise. Elle m'a confessé son secret il y a des années. Elle voulait que cet hôtel devienne un sanctuaire. Ils burent ensemble. Les verres tintant comme des cloches lointaines. Et Laurent raconta, Élise avait financé l'éducation de sa nièce. Une lesbienne exilée en Amérique. Et avait murmuré à son lit de mort non. Pas encore ses regrets de ne pas avoir vécu librement. Dites-lui que je prie pour elle. Conclut-il. Bénissant leurs mains jointes. Mais la trahison de Paul s'approfondit. Le lendemain. Une manifestation improvisée se forma devant l'hôtel, une dizaine de villageois traditionalistes. Menés par le père de Clément. Brandissant des pancartes, défendons nos valeurs, et des crucifix. Les médias locaux. Flairant le scoop. Arrivèrent en vent poussiéreux. Micro tendu vers Tristan, monsieur. Est-ce vrai que vous corrompez nos traditions provençales? Il répondit avec un calme olympien, non. Nous les honorons. L'amour a toujours été provençal, passionné. Indomptable. Clément? À l'intérieur. Bouillonnait. Il appela Paul une dernière fois, viens me voir. Papa. Pas en ennemi. La voix rauque à l'autre bout, je ne peux pas accepter ça. Fiston. C'est contre nature. Le cœur du conflit éclata l'après-midi. Lors d'une audience informelle au tribunal de village. Maître Lefebvre démantela l'injonction de Paul point par point, le legs d'Élise était valide. Notarié par un confrère impartial, Duval avait signé un avenant en 2015. Ignorant les détails mais acceptant les fonds. Paul. Assis au fond. Le visage ravagé par les rides du remords. Tenta un plaidoyer, ma mère était sénile. Elle divaguait. Mais Marie. Montant à la barre. Le contredit d'une voix chevrotante, non. Papa. Mamie était lucide jusqu'au bout. Elle m'a fait jurer de protéger Clément. Tu as trahi sa mémoire. Le juge. Un homme âgé aux lunettes pince-nez. Suspendit la séance. Mais le verdict penchait en leur faveur. Ce soir-là. Clément et Tristan s'évadèrent vers les champs de lavande. Main dans la main. Sous un ciel étoilé comme un dôme de diamants. Ils s'allongèrent dans l'herbe parfumée. Leurs corps se cherchant dans l'obscurité. Les caresses étaient lentes. Chargées d'une urgence nouvelle, celle de l'amour menacé. Si on perd. On s'enfuit en Australie. Murmura Tristan. Ses lèvres effleurant l'oreille de Clément. Non. On gagne ici. Pour ancrer notre amour dans cette terre. Leur union fut un feu doux. Un rituel païen où les âmes se fondaient.
effaçant les blessures du jour. Pourtant, le lendemain apporta le coup de grâce. Un appel de l'hôpital, Élise s'éteignait. Clément, dévasté, sauta dans la décapotable. Tristan au volant, filant vers Paris à tombeau ouvert. La route sinueuse, bordée de cyprès sentinelles, devint un ruban de larmes. Arrivé à l'aube, ils trouvèrent Élise, frêle comme une feuille d'automne, un sourire sur les lèvres. Mes garçons, souffla-t-elle, tendant une main diaphane. Clément s'agenouilla. Tristan à ses côtés. Mamie. L'hôtel. On a gagné. Grâce à toi. Elle rit faiblement, bien. Maintenant. Embrassez-vous. Pour moi. Ils obéirent. Un baiser chaste mais profond. Sous le regard approbateur de l'infirmière. Élise ferma les yeux. Paisible, l'amour gagne toujours. Elle s'éteignit à midi. Entourée d'eux. Le deuil fut un voile noir. Mais teinté d'une lumière, son testament. Lut l'après-midi même. Légué à Clément non seulement l'hôtel aux clauses secrètes révélées mais une lettre pour Tristan, chéris mon petit-fils comme il mérite. Tu es de la famille maintenant. Le retour à Gordes fut un pèlerinage teinté de cendres. Clément portait l'urne d'Élise. Un vase de céramique provençale gravé d'olivier. Comme un talisman contre les ténèbres. Tristan, silencieux au volant, serrait le volant jusqu'à blanchir les phalanges. Son deuil se muant en une rage protectrice. Elle nous a sauvés. Et on l'honorait comment? En pleurant? Non. En aimant plus fort. Clément hocha la tête, les yeux fixés sur les collines ondulantes, où les vignes automnales rougissaient comme des joues empourprées. L'hôtel Les Oliviers les attendait. Silhouette austère sous un ciel plombé. Mais la cour, balayée par Marie en geste de pénitence, semblait prête pour une renaissance. Paul les intercepta à l'entrée du village. Sa voiture garée en travers de la route étroite. Il descendit. Voûté. Le visage marqué par une nuit sans sommeil. Clément. Tristan. Je. Pour Élise. Sa voix se brisa. Et pour la première fois, Clément vit non un tyran, mais un homme brisé par ses propres chaînes. Viens au mariage. Papa. Pas pour approuver. Pour voir. Paul hésita. Puis murmura, d'accord. Pour elle. C'était une trêve fragile. Un pas vers la rédemption. Mais Clément n'y croyait qu'à moitié. La trahison avait creusé un fossé. Et seul le temps où l'amour pourrait le combler. La nouvelle de la mort d'Élise se répandit comme une traînée de poudre, transformant le scandale en légende. Les médias nationaux s'emparèrent de l'histoire, la grand-mère rebelle qui défie la mort pour un mariage gai en Provence. Des journalistes affluèrent. Micro tendu. Mais Clément et Tristan, barricadés dans la suite, refusèrent les interviews. Au lieu de cela, ils organisèrent une veillée, un dîner simple sous les étoiles. Avec les invités fidèles. Père Laurent et même Duval, contraints par le verdict du juge, l'hôtel était à eux. Légué intégralement par Élise pour en faire un havre inclusif. Duval, amer mais résigné, servit le vin à Madame Dupont. Elle m'a eu.
La cérémonie reportée se tint 3 jours plus tard. Un crépuscule d'octobre où l'air embaumait la terre humide et les feuilles mortes. La cour, illuminée de lanternes japonaises, un clin d'œil à l'exil de Tristan embruissé d'une centaine d'âmes, non plus seulement des amis, mais des villageois curieux. Touchés par l'histoire d'Élise, des activistes de Marseille, et Paul. Assis au premier rang. Les yeux humides. Marie. Radieuse. Porta les alliances. Ses enfants semant des pétales de lavande comme une bénédiction enfantine. Père Laurent. Revêtu d'une chasuble arc-en-ciel cousu main. Ouvrit la messe d'une homélie poignante, Élise nous enseigne que l'amour n'est pas une ligne droite, mais un cercle inclusif. Éternel. Aujourd'hui, nous scellons non un contrat, mais une promesse divine. Clément, en smoking noir rehaussé d'une écharpe lavande, avança vers Tristan, dont le bleu marine soulignait les boucles indomptées. Leurs vœux, révisés dans la douleur, étaient plus profonds, Tristan. Dans la tempête de ces jours, tu as été mon phare. Je te promets non la perfection, mais la persévérance. Pour Élise. Pour nous. Clément, ton deuil est le mien, mais ton amour est ma lumière. Je te promets de creuser ces portes secrètes. Ensemble. Jusqu'à l'infini. Le baiser qui suivit fut un tonnerre doux, applaudi par une foule qui chassa les ombres. Paul se leva, approchant timidement, et serra Tristan dans ses bras, un geste maladroit, mais sincère. Bienvenue dans la famille. Fiston. Les larmes coulèrent. Libératrice. Le festin qui s'ensuivit fut un carnaval provençal, danse endiablée sur des airs de tambourin. Toast au pastis. Et des discours improvisés où les invités partageaient leurs propres histoires d'amour cachées. Un vieux vigneron, avouant son propre passé homosexuel refoulé, leva son verre à Élise, qui nous libère tous. Mais le vrai climax vint à minuit, quand Clément, guidé par une intuition, mena Tristan au grenier de l'hôtel, un espace poussiéreux que Duval avait scellé. Brisant le cadenas, ils découvrirent un coffre-fort, dedans. Non de l'or, mais des lettres jaunies. Des photos d'Élise jeune, enlacée non par son grand-père, mais par une femme aux cheveux de feu. Une artiste anglaise rencontrée dans les années 50. Ma vraie grand-mère, murmura Clément, ému. Élise avait vécu une double vie. Son mariage hétéro, un camouflage pour protéger sa passion lesbienne. Une note jointe, pour vous, mes amours. Vivez librement ce que j'ai dû taire. L'hôtel est vôtre, transformez-le en refuge pour les cœurs brisés. Cette révélation scella leur nuit de noces. Dans la suite royale, baignés de lune, ils firent l'amour avec une tendresse infinie, leur corps explorant les contours de l'autre comme des architectes d'un nouveau monde. Les murmures étaient des prières, pour Élise. Pour nous. L'extase fut un océan, où le deuil se dissolvait dans la joie, où la trahison de Paul, atténuée par sa présence, cédait à une réconciliation naissante. Pourtant, les ombres persistaient. Le lendemain, une lettre anonyme glissait sous la porte, vous avez gagné la bataille, mais pas la guerre. Les gens comme vous ne durent pas ici. Tristan, pragmatique, haussa les épaules, c'est le prix de l'amour. On l'affronte ensemble. Clément, devenu propriétaire, envisagea déjà des rénovations, des chambres thématiques pour couples LGBTQ+.
Un bar à vin nommé Elise's Legacy. Les mois suivants furent un tourbillon de reconstruction, où l'amour de Clément et Tristan s'enracina comme une vigne nouvelle dans le sol aride de la Provence. L'hôtel Les Oliviers, rebaptisé Les Amours d'Élise, rouvrit ses portes sous une bannière arc-en-ciel discrète, mais fière, un sanctuaire où les mariages gays fleurissaient comme les amandiers au printemps. Les réservations affluèrent des couples de New York fuyant l'homophobie naissante, des Parisiens en quête d'authenticité, des locaux osant enfin officialiser leurs unions secrètes. Clément, fusionnant son talent d'architecte avec l'héritage familial, redessina la cour, une fontaine centrale symbolisant les larmes versées, entourée de bancs gravés de citations d'Élise, des jardins thématiques. Un pour chaque lettre de l'alphabet LGBTQ+. Planté de fleurs résistantes. Tristan, de son côté, transforma le rez-de-chaussée en une torréfacterie provençale, où les grains d'Éthiopie se mêlaient aux huiles d'olive locales pour des cafés infusés d'histoire. Chaque tasse est une histoire d'amour, disait-il aux clients, son accent australien adoucissant les cœurs endurcis. Leur quotidien, désormais ancré à Gordes, était un équilibre précaire entre passion et pragmatisme, matin où Clément esquissait des plans sur la terrasse, Tristan infusant le petit déjeuner, après-midi de randonnée dans les gorges du Verdon, où il se perdait dans des étreintes sauvages, soirées au village, où les ragots s'étaient mués en invitations timides à des dîners partagés. Paul, le traître repenti, devint un pilier inattendu. Après la mort d'Élise, il avait vendu sa maison de famille pour s'installer dans une masnette voisine. Un geste symbolique de rapprochement. Les dimanches, il rejoignait Clément et Tristan pour des repas laborieux, où les silences pesants cédèrent à des confessions « J'ai aimé ta mère. Fiston. Mais j'ai étouffé qui j'étais pour plaire au monde. » Ne fais pas la même erreur. Tristan, magnanime, lui apprit à torréfier des grains. Un rituel masculin qui scella une amitié naissante. Marie, enceinte de son 3e, organisa des ateliers familiaux, ses enfants appelant Clément et Tristan, tonton amour, avec une innocence désarmante. Mais le conflit n'avait pas disparu, il s'était métamorphosé. Un an après le mariage, une pétition circula au conseil municipal, protéger Gordes des excès parisiens. Signée par d'anciens alliés de Duval. Elle visait à zonage l'hôtel comme établissement non conventionnel, limitant ses événements. Duval lui-même, réemployé comme concierge par nécessité, sabotait subtilement, réservations, perdues. Plaintes anonymes aux autorités sanitaires. Clément, sentant la menace, lança une campagne, des témoignages filmés de couples mariés à l'hôtel, diffusés sur les réseaux sociaux avec le hashtag Amours d'Élise. L'un d'eux, un fermier local et son mari, un professeur d'ex, toucha les cœurs, ici. On a pu dire « je t'aime » sans peur. Merci, Élise. Le chaos trao surgit lors d'une audience publique au musée du village. Une salle voûtée aux murs tapissés de tapisseries médiévales. Paul, Clément et Tristan s'y présentèrent unis, flanqués de Maître Lefebvre et Père Laurent. Les opposants. Une quinzaine d'hommes grisonnants menés par un ancien maire. Défilèrent avec des arguments éculés, ça dévalorise notre patrimoine. Tristan, montant au pupitre, transforma le débat en une ode poétique, le patrimoine de Gordes. Ce n'est pas la pierre. C'est les histoires qu'elle raconte. Élise en a écrit une nouvelle, celle d'un amour qui guérit. Rejetez-nous. Et vous rejetez votre propre humanité. Applaudissements épars, mais croissants. Clément ajouta.
Tenant l'urne d'Élise, ma grand-mère a lutté pour que cet endroit respire la liberté. Honorez-la. Ou effacez son nom. Paul. Le clou du spectacle. Se leva, je suis Paul Moreau. Père de Clément. J'ai trahi mon fils par peur. Mais Élise m'a appris. Même dans la mort, que l'amour transcende le sang. Soutenez-les. Pour la famille. Pour la Provence. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis les votes basculèrent, l'hôtel fut protégé. Zoné comme site culturel inclusif. La victoire fut célébrée par un festival impromptu, feu de joie dans les champs. Musique occitane mêlée à du didgeridoo australien. Danse où hétéros et gays se mêlaient sans distinction. Clément et Tristan. Au centre, dansèrent un slow langoureux. Leurs alliances scintillant au feu. On a gagné. Murmura Clément. Non. On gagne tous les jours. Répondit Tristan. L'embrassant sous les étoiles. Des années plus tard. L'hôtel devint un phare, un centre pour retraite LGBTQ+. Des conférences sur l'héritage queer en Provence. Clément et Tristan. Adoptant un garçon rescapé d'un foyer homophobe. Élevèrent une famille où l'amour était la seule tradition. Paul. Grand-père gâteau. Raconta à ses petits-enfants les aventures de mamie Élise. Une légende vivante. Et dans les nuits calmes. Quand le Mistral chuchotait aux oliviers. Clément sentait encore la présence d'Élise, un clin d'œil dans le vent. Un parfum de lavande. Rappelant que l'amour, vrai et indomptable, triomphe toujours non sans cicatrices. Mais avec une humanité plus riche. Plus profonde. Ainsi s'achève cette saga provençale, où la trahison forgea des liens indestructibles, où le deuil illumina la joie, et où deux âmes, Clément et Tristan, apprirent que le mariage n'est pas une fin, mais un éternel commencement.